Africa numéro 1, le grand débat. Une certaine confusion règne dans la zone sahélienne entre la Mauritanie et le Tchad, soit une bande de plusieurs millions de kilomètres carrés, et notamment dans le nord du Mali, où on a fêté avant-hier le premier anniversaire de la création du mouvement national de l'Azawad, le MNA, avec une manifestation de rue qui réclame carrément l'indépendance de la région. Et puis au même moment, le Conseil de sécurité des Nations Unies demande au nouveau régime libyen de prendre toutes les mesures pour éviter la prolifération d'armes dans le sud du pays. Qui sont les leaders du MNA ? Quelles sont leurs revendications et leur poids politique? Quel rapport avec les groupes armés, notamment AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique que tout le monde connaît? Pourquoi le trafic de cocaïne et de cannabis prolifère dans la région? Eh bien, autant de questions que nous allons poser à notre invité, André Bourgeaud, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste de cette bande dite sahélo-saharienne. André Bourgeaud, bonjour. Bonjour. Bonsoir, plus exactement. Oui, bonsoir. Alors, ça vous a étonné cette manifestation avant-hier? Vous voulez la manifestation dans le septentrion malien? Oui. Un peu, mais pas tout à fait. Oui, parce que c'est un anniversaire, il faut dire que oui, c'était un an de la création. À la faveur de cet anniversaire, donc il y a eu des manifestations qui se sont déroulées notamment à Kidal, où il y a eu environ 200 personnes qui ont manifesté dans les rues de Kidal, d'après ce que l'on dit. Oui, c'est beaucoup, pas beaucoup, on a non, du mal 200 à se rendre personnes, compte. c'est pas énorme, mais c'est quand même pas négligeable. D'accord. 200 personnes. Moi, je crois que ce qu'il faut dire actuellement, c'est qu'il règne une certaine confusion. Et je pense qu'on ne peut pas privilégier le MNA, d'autant qu'il y a maintenant une coalition de plusieurs fronts. Je pense que c'est ça la chose sur laquelle il faut insister. Le MPNN, attendez, que je reprenne un peu mes esprits. Enfin, de toute façon, une coalition qui s'est faite autour du MNA, oui, avec d'autres mouvements tels que le mouvement Touareg malien. Alors, une petite remarque à propos de cette appellation mouvement Touareg malien, il y a une référence ethnique, mais aussi une référence nationale, ce qui n'est pas négligeable. Deuxième aspect, un front constitué, le Front démocratique arabe de l'Azawad, là aussi donc une référence ethnique et une référence régionale, à savoir l'Azawad. Donc vous voyez, il y a un ensemble de choses qui se mettent en place, qui se cherchent un petit peu. Je pense qu'il est un peu prématuré de parler d'émergence de nouvelles rébellions. On voit bien qu'il y a une multiplicité de mouvements qui sont actuellement en œuvre. Alors André Bourgeaud, on va profiter de votre présence, puisque vous êtes, je l'ai dit, un bon spécialiste de la région, pour remettre un peu nos idées au clair et puis peut-être nous remettre à niveau sur les forces en présence dans cette région. Là, vous avez cité l'Azawad. Donc l'Azawad, c'est une région historique, géographique? Je ne dirais pas une région historique, c'est une région qui veut être politico-historique, mais avant tout, c'est une région géographique. Oui. Parce qu'il y a déjà une contestation sur ce oui, terme. Absolument. Le recours, ça fait partie. Ça se trouve où, exactement? Nord Niger, Nord Mali, c'est toute cette bande saharo-sahélienne qui part du septentrion malien et qui s'étend aussi sur le septentrion nigérien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est la région historique des Touaregs ou Non. Je parle non. Si vous dites que c'est la région historique des Touaregs, vous allez vous mettre à dos les Arabes, les Sonrailles et même les Peuls. Ouais. En conséquence de quoi, je pense qui sont présents dans cette région. Absolument. Notamment les Arabes. Je pense pas qu'il faille donner un caractère ethnique à une région géographique. Alors que dans un contexte politique, des mouvements veulent transformer un espace géographique en territoire politique, pourquoi pas? Mais on ne peut pas avoir recours à l'histoire pour légitimer cette finalité politique. Oui, parce que ce qu'il faut dire, André Bourgeaud, c'est que l'Azawad, si j'ai bien compris, historiquement, ça ne signifie rien de particulier. Il n'y a pas eu de région Azawad politique, historique, d'empire Azawad. Absolument pas. C'est géographique. Absolument pas. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un espace géographique qui, dans un contexte politique, dans le contexte actuel, veut se donner un territoire. Autrement dit, c'est la transformation d'un espace géographique en territoire politique. D'accord. Qui, c'est pas négligeable non plus de le souligner, qui actuellement n'a pas de référent ethnique puisque le mouvement de l'Azawad se réclame est composé autant d'Arabes que de Touaregs, de Songhai et de Peuls, etc. Mais là où il y a une série quand même de contradictions, comme j'ai essayé de le souligner tout à l'heure, c'est qu'il y a des mouvements à caractère ethnique, tels que le mouvement Touareg malien. Encore une fois, c'est intéressant que c'est la référence à l'ethnie et à la nation. Donc ce mouvement-là, potentiellement, n'a probablement pas de revendication indépendantiste, ce que n'est pas le cas de d'autres mouvements. Et par ailleurs, le Front démocratique arabe de l'Azawad. Oui, parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que donc c'est une région qui quand même majoritairement fait partie du Mali
et que au Mali, évidemment, le pouvoir central voit d'un très mauvais œil cette cette manifestation d'une forme de revendication d'autonomie. Oui, absolument. La revendication d'autonomie, bien sûr, elle existe. Elle est assortie aussi de revendications indépendantistes. Mais il ne faut pas négliger non plus la situation suivante qui est particulière par rapport à celle de 2006-2007. C'est que vous avez tout un mouvement Touareg qui est parfaitement légaliste. Donc, qui ne souhaite pas du tout aller dans le sens de l'autonomie et de l'indépendance, et qui, dans les conditions actuelles, se regroupent notamment autour de ce qu'on a appelé les Imrad, qui, eux, sont plutôt favorables à une situation de paix et de collaboration, comme ils le font actuellement avec le gouvernement central. Qui réclame une place dans la société malienne, comme elle le réclame dans la société nigérienne, mais qui ne réclame pas de partition ou d'autonomie. Absolument pas. Bon, plus concrètement, si vous voulez, lorsqu'il y a eu les revenants, je pèse un peu mes mots parce que le terme réfugié n'est pas tellement apprécié par les autochtones, donc je parlerai de revenants sans y donner une connotation péjorative, mais les revenants d'origine malienne qui étaient dans l'armée libyenne, qui sont restés dans l'armée libyenne pendant une vingtaine d'années, on va en parler, qui sont revenus au Mali. C'est à l'intérieur de cela, notamment chez les Iforas et chez les Innan aussi, et certains chez Manomas, où il y a des revendications déclarées indépendantistes. Mais il faut faire attention, il y a aussi les déclarations d'intention et les possibilités concrètes de réaliser les intentions. Alors, André Bourgeois, pour essayer de donner des informations générales sur la situation de la région, on s'intéresse particulièrement à ces mouvements parce qu'aujourd'hui, on est dans une région où se situe également l'AQMI, d'après ce qu'on sait, en tout cas une partie d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique serait présente dans la région, et que parallèlement à ça, évidemment, la crise libyenne a amené un certain nombre, vous venez de l'évoquer là, de Maliens à migrer et à revenir de l'autre côté de la frontière. Donc on se retrouve finalement dans une combinaison entre des mouvements politiques dont certains ont une forme de revendication d'autonomie, des mouvements terroristes, et là on parle d'AQMI, et puis on l'évoquera un peu plus longuement tout à l'heure, la présence aussi du trafic de drogue dans la région, cocaïne et cannabis. Donc vraiment un tableau qui n'est pas brillant, qui est quasi apocalyptique, ça fait une poudrière. On peut appeler ça une poudrière aujourd'hui ? Je pense, j'ai moi-même fait recours à cette notion de poudrière sur une chaîne autre que la vôtre. Je pense qu'effectivement c'est une poudrière. Actuellement, j'aurais tendance à dire que ça se cherche. On ne peut pas parler effectivement de manifestations concrètes qui permettraient de dire il va y avoir réapparition de rébellions armées. Parce que la situation est extrêmement complexe. L'enchevêtrement, vous avez fait référence au trafic de cocaïne. Je crois qu'il est important de souligner que tout cet espace saharo-sahélien, que ce soit pour la Mauritanie, le Mali, le Niger, a été quand même et est encore un espace de non-droit, où la présence de l'État central, donc où la souveraineté nationale ne s'exerçait pas sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les septentrions maliens et nigériens, où les États concernés brillaient plus par leur absence que par leur présence. Et c'est ça qui a amené là pour le trafic de drogue, en fait, les filières à évoluer un peu et à finalement investir cette zone de non-droit pour être un avant-poste pour amener la drogue vers l'Europe. Et cette drogue, en gros, elle vient évidemment de la Colombie et du Venezuela, d'après ce qu'on sait. Oui, elle vient d'Amérique latine, elle passe par la Guinée-Bissau, et ensuite elle monte du sud au nord, et elle traverse bien sûr le Sahara, qui est une zone de transit, d'acheminement de la cocaïne. Mais à propos de la cocaïne, je pense qu'il est important de souligner que le trafic de cocaïne était précédé par le trafic de cigarettes, notamment de Marlboro. Je fais pas de la publicité pour Marlboro, mais puisque c'était les Marlboro, y compris un camion de Marlboro qui avait été pris par un des leaders de la rébellion Touareg nigérienne. Donc il y avait déjà ce trafic de cigarettes qui était là, et sur la base de ce trafic de cigarettes, donc l'acheminement des cigarettes qui débouchait, et donc était très facile. C'est dans ce même acheminement de cigarettes que s'est inscrite l'apparition de la cocaïne. On pense que la cocaïne commence à intervenir dans les années 2006-2007.
On continue à en parler dans quelques instants. Et puis on va parler aussi de la responsabilité des États et de la raison pour laquelle aujourd'hui on ne fait visiblement rien pour arrêter le trafic de drogue et pour contenir les trafics d'armes. Dans quelques instants, dans le grand débat sur Africa numéro 1. Africa. Le grand débat avec Dominique Guillot sur Africa numéro 1. 18h30, retour sur le plateau du Grand Débat avec André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la bande sahélo-saharienne, avec lequel nous essayons de répondre à la question que se passe-t-il réellement en ce moment dans le Nord Mali, avec Emmanuel Dupuis, consultant sur les questions stratégiques et de défense, qui est particulièrement bien placé ce soir donc pour s'entretenir avec André Bourgeot, et puis avec Maître Dominique Kounkou, avocat et pasteur. Ah mais je ne me lasse pas de ce jingle. Vous savez que vous faites beaucoup de jaloux dans l'équipe parce que vous êtes le seul à avoir votre jingle. Eh ben ils ont raison d'être jaloux. Et est-ce bien normal? Alors je disais que vous étiez en retard pour de saintes raisons, mais peut-être aussi pour quelques raisons de justice. Mais en réalité, nous avons un cabinet secondaire à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et donc j'étais là-bas. Et la route est longue. Il faut enlever son jingle alors. Hein. Ah non. On va enlever la moitié. Non, par contre, j'ai une nouvelle qui m'a vraiment, qui m'a beaucoup passionné là-bas. Nous avons un auditeur qui s'appelle Berdi Fandoumou, qui est directeur d'une société qui s'appelle GF Service. Il suit toutes nos émissions. Alors nous le saluons. Et vraiment, il m'a accueilli avec beaucoup d'émotion. Il disait, mais c'est vraiment vous? Oui, c'est bien moi. L'homme au jingle, vous êtes devenu une vedette d'Africa numéro 1. Voilà. Donc en tout cas, on le salue et surtout on l'encourage parce que c'est pas évident de créer des entreprises dans notre diaspora et pour ceux qui essayent, cela vaut la peine d'être vraiment encouragé. Ça tombe bien puisque dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons des PME en Afrique et de l'émergence des PME. Comment financer les projets de PME en Afrique. Justement, on pourra parler de lui parce que justement, je crois que les entreprises que crée la diaspora peuvent devenir aussi des sources de création d'entreprises dans les pays d'origine. Voilà. Et si vous voulez vous aussi participer à cette discussion et nous appeler, eh bien n'hésitez pas à faire notre numéro de téléphone au standard, le 01 55 07 58 00. Si vous appelez en dehors de France, vous connaissez le principe, 0033 1 55 07 58 00. Alors André Bourgeot, nous parlions tout à l'heure à peu près du tableau dans cette zone du nord du Mali. En fait, on dit le nord du Mali, mais il faudrait aussi englober le nord de la Mauritanie, j'imagine, le nord du Niger, le nord du Tchad, et puis évidemment le sud de la Libye et de l'Algérie. C'est à peu près ça, cette zone. Quand vous parliez d'une zone de non-droit, c'est cette zone-là? Absolument, c'est la raison pour laquelle moi je parle d'espace saharo-sahélien et non pas sahélo-saharien, parce que ce qui est, la partie géographique qui est la plus concernée par les problèmes politiques actuels, c'est quand même la partie saharienne. Donc les septentrions mauritaniens, maliens, nigériens, bien sûr l'extrême sud algérien, mais qui ne connaît pas les turbulences que connaissent les deux autres pays, et probablement aussi la partie septentrionale du Tchad, dont on ne connaît pas grand-chose. En tout état de cause, les trois pays les plus concernés par les conséquences de l'intervention de l'OTAN en Libye, c'est quand même la Mauritanie, le Mali et le Niger. Voilà. Alors, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que on puisse dire on ne connaît pas grand-chose, parce que à l'heure des satellites, de la géolocalisation, on a l'impression qu'on connaît toutes les parcelles de ce vaste monde. Et là, on se retrouve dans une zone qui est de non-droit, dans laquelle je ne sais pas si on sait même combien de personnes y vivent. Je pense que si, sur le plan démographique, les recensements, je les ai pas en tête, mais on a quand même des indicateurs démographiques qui nous permettent de les utiliser dans des analyses politiques. D'accord. C'est de l'ordre de quelques centaines de milliers de personnes Oui, quelques centaines. Je ne peux pas vous dire exactement, mais ce que je peux dire, c'est que les données démographiques, les recensements sont là. Bon, les recensements comme en zone nomade, c'est pas toujours très facile, mais ce sont quand même des indicateurs démographiques qui ont une certaine pertinence. D'accord, mais on n'arrive pas à repérer les déplacements de population? Si, les déplacements de population sont parfaitement connus. Tout à l'heure, vous faisiez référence à l'AQMI. Ce qui est important à souligner dans la présence de l'AQMI, c'est que dans le septentrion malien, l'AQMI a sanctuarisé tout un espace, notamment l'espace du Timétrine, ce qui n'est pas le cas en Mauritanie et au Niger. C'est quand même quelque chose de très particulier au Nord Mali, cette sanctuarisation de l'AQMI. Autre aspect, si vous permettez, puisque là vous abordez le problème de l'espace, on peut dire que l'espace saharo-sahélien et plus particulièrement l'espace malien est actuellement soumis à des processus d'ethno-territorialisation.
Ethno-territorialisation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une territorialisation à caractère ethnique. Et cette territorialisation résulte aussi des conditions d'acheminement des drogues illicites, notamment le hashish, le cannabis et puis la cocaïne. Donc les conditions d'acheminement font en sorte que ça passe par des espaces contrôlés par des groupes ethniques, et ces espaces-là se transforment en portions territoriales. C'est la raison pour laquelle je parle d'ethno-territorialisation, d'une part. D'autre part, si vous associez ça à la sanctuarisation par l'AQMI, on voit bien qu'il y a un découpage, une sorte de maillage territorial très important dans cette partie du Mali, qui est renforcé actuellement, toujours dans cette approche d'ethno-territorialisation, par les revenants de Libye. On voit bien que, par exemple, concrètement, les Imrats qui reviennent de Libye sont accueillis par leur communauté d'origine. Et qui dit accueil par communauté d'origine, ça renvoie aussi à un espace. Donc il y a une sorte de territoire Imrat qui est en train de se constituer par opposition à l'espace occupé par les Iforas, les Chamanamas, qui eux vont plus dans le sens de revendication indépendantiste. Je dis bien revendication indépendantiste, c'est-à-dire au niveau de la formulation, mais pas encore au niveau de l'application. D'accord. André Bourgeois, on a un petit peu de mal à s'y retrouver dans votre présentation. Non pas qu'elle ne soit pas claire, mais en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas d'étanchéité entre la revendication politique, la revendication territoriale, et puis les différents trafics qui s'opèrent dans la région. Parce que là, vous venez de nous dire que, en fait, dans les tribus, il y a une espèce de droit de passage, donc qui est une forme de complicité sur les trafics en vigueur actuellement dans la zone. Oui, vous avez recours à la notion de droit de passage. Je pense que c'est une notion qui est pertinente. Oui, et le droit de passage renvoie aussi à des pratiques de sous-traitance. C'est la raison pour laquelle j'insiste un peu sur les processus de territorialisation d'un espace qui n'est pas sous la souveraineté du pouvoir central. Donc ce découpage, ce maillage territorial au sein d'un territoire national pose des problèmes politiques de grande ampleur. Alors on va essayer de comprendre tout à l'heure pourquoi on en est arrivé là dans le nord du Mali et quelle est la responsabilité de l'État central, puisque vous nous dites qu'il y a une situation spécifique, mais je suis sûr qu'Emmanuel Dupuis, sur cette première partie, a des questions à poser. Oui, Dominique, parce que moi je me suis intéressé effectivement à la zone avec un certain nombre de collègues qui travaillent sur la dimension sécuritaire, notamment à l'école militaire, et un de mes collègues a coutume de faire la comparaison entre Mare Nostrum, qui est un espace de coopération vertueux, et Sahel Nostrum, qui est un espace de non-droit et d'incapacité à aboutir à cette coopération interrégionale qui pourtant est au cœur des dynamiques un petit peu partout dans le monde. Je rappelle que la CENSAD, qui a été créée en 1988, qui regroupe 28 États, ne regroupe pas celui sans doute qui détient une partie de la solution, l'Algérie. Et je rappelle que précédemment, il a fallu attendre 30 ans puisque la précédente organisation datait de 1957 et c'était une organisation purement coloniale puisque c'était l'organisation commune du Sahara qui regroupait le Soudan, le Mali, la Mauritanie et l'Algérie. Donc il y a effectivement, je me permets juste de compléter, d'aller dans ce que disait le professeur, sans doute une responsabilité non seulement des États, mais une responsabilité de l'ensemble des États qui n'ont pas réussi à trouver la capacité à travailler ensemble. Alors qu'on a bien sûr en tête la tentative algérienne qui a visé à créer des formes de coopération sécuritaire, notamment avec un état-major dédié à la lutte antiterroriste, à Tamanrasset, des réunions en mai dernier autour de la lutte antiterroriste, autour des narcotrafics. Un certain nombre d'États africains ont signé un protocole, la déclaration d'Alger, mais je crois que, comme l'a très bien dit le professeur, on est dans une zone qui est elle-même perclue d'un phénomène que l'on trouve ailleurs, dans les océans, qui est un phénomène de brigandage, de piratage, et que je crois qu'il faut faire très attention de trop calquer un modèle AQMI qui serait d'une certaine façon une conséquence de tout ça. AQMI a pu s'implanter dans la région car elle était elle-même le mixte, l'amalgame de tout cela. Je crois que monsieur Bergeau a parfaitement résumé la situation en évoquant le fait que les trafics passent par les mêmes canaux, par les mêmes voies. André Bourgeois, on peut imaginer qu'il y a en fait une interdépendance, une interaction, et que des gens qui sont aujourd'hui dans la mouvance AQMI soient aussi dans la mouvance politique de l'autre côté, ou qui soient liés au trafic de drogue.
crois qu'il y a deux notions contradictoires qu'on peut utiliser, à savoir celle d'enchevêtrement. Un enchevêtrement peut-être pas organique, mais en tout cas très très fréquent, et qui est consubstantiel d'une autonomie. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est à un moment donné, il y a autonomie de mouvement, et à d'autres moments, pour des raisons ponctuelles, conjoncturelles, quelque chose se réunit et il y a un enchevêtrement. Je ne parlerai pas de lien organique, de relations organiques entre l'AQMI, certains groupes Touareg ou certains groupes arabes. Je ne parlerai pas non plus de relations organiques entre les narcotrafiquants et l'AQMI, mais ce que je peux dire, en tout cas c'est quelque chose de connu, c'est que AQMI a recours aussi à ce type de pratique. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on peut parler d'activité criminelle du côté de l'AQMI. Oui. On peut imaginer de toute façon qu'il y ait des intérêts convergents. Parce que absolument. Ça, c'est le bon sens. Des intérêts convergents, mais ces intérêts convergents débouchent aussi, si ces intérêts convergents peuvent se réaliser, c'est que quelque part, il y a une corruption, cette fois-ci, de type organique. Enfin, je dis de type organique, c'est-à-dire c'est aussi avec des appareils d'État et avec certaines personnes. On va y revenir dans un indissociable. Si vous permettez, parce que M. Dupuis a fait référence à l'organisation commune des régions sahariennes, ça me permet de dire que le Sahara, de tout temps, a été un enjeu politique, notamment au moment des indépendances du Mali, du Niger, de l'Algérie, etc. La colonisation française, dans une période de décolonisation, a créé l'organisation commune des régions sahariennes, qui, comme par hasard, en termes d'espace, recelait les ressources minières que l'on connaît actuellement. Ce qui me permet de mentionner la chose suivante, c'est que dans le septentrion malien, notamment dans le triangle de Taoudeni, c'est-à-dire triangle Mauritanie, Mali, Algérie, il y a quand même beaucoup de gaz et pas mal de pétrole. Donc je crois qu'il faut resituer ces turbulences-là dans ce contexte-là, où il y a des enjeux sur les ressources extractives extrêmement importantes. Le Nord Mali, c'est pas encore attribué, mais en ce qui concerne le Niger, c'est attribué puisque c'est la Chine, le CNPC, qui a le site d'exploitation du pétrole. Emmanuel Dupuis, je vous donne la parole dans un instant, mais ce que vous venez de dire, ça pourrait tendre à précisément s'intéresser à la région, y compris en essayant d'intervenir directement pour protéger les intérêts des entreprises qui viendraient exploiter après. Or aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu le contraire et qu'on laisse cette zone de non-droit livrée à elle-même. On peut avoir une analyse différente, compte tenu du fait que il n'y a pas encore attribution et pas encore d'exploitation du gaz et du pétrole. On peut penser qu'effectivement, il y a des enjeux sur le contrôle des futures exploitations gazières et pétrolières. C'est une autre manière de voir le problème, mais je pense que c'est probablement un des enjeux de cet espace saharo-sahélien, puisque c'est le même enjeu aussi en Mauritanie et au Niger. Par des alliances qui se feraient. Par des alliances, on voit bien qu'il y a des processus de recomposition des zones d'influence. Vous n'êtes pas sans savoir que tout cet espace-là était sous l'influence française. Le Soudan français. Le Soudan français, mais ça, bon, c'est à l'époque coloniale. Oui. Et on est en droit de penser qu'actuellement, il y aurait probablement des compétitions d'influence entre la puissance américaine et la puissance française. Ce qui ferait qu'aujourd'hui, ils se neutraliseraient et qu'ils attendraient... Neutraliseraient, je sais pas, mais ce qui pose le problème quand même de forme de militarisation du Sahara, notamment avec l'OTS-TCPI, qui suit le PSI. Il y a quand même des conventions qui ont été signées, des conventions bilatérales qui ont été signées. Alors attendez, c'est un peu compliqué pour nous, donc ça veut dire... Pensez à l'initiative, si vous voulez, qui était une initiative américaine issue de l'attaque du mois de septembre, l'attaque du 11 septembre. Du 11 septembre. Du 11 septembre. Voilà. Donc, à l'issue de ça, il y a les États-Unis d'Amérique se sont présentés comme étant le leader mondial de la lutte antiterroriste. Oui. Et pour ce faire, ils sont intervenus au Sahara en signant des accords. Et quels accords sont appelés Pan-Sahel Initiative, accords bilatéraux qui ont été signés avec la Mauritanie, le Mali, le Niger, qui fait en sorte que les Américains forment les militaires mauritaniens, maliens et nigériens à la lutte contre le terrorisme. Donc on voit bien qu'il y a des processus de militarisation qui sont actuellement en œuvre. Chacun est en train de placer ses pions. Il y a une dimension militaire aujourd'hui à cette intervention des États-Unis et éventuellement de la France. Mais aussi de la France, puisque vous avez les COS, commandement opérationnel spéciaux, commandement des opérations spéciales, dont le siège, merci beaucoup, dont le siège est actuellement au Burkina Faso, mais qui a une présence éphémère aussi puisque la nouvelle politique, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas pérennisation, construction de bases militaires, mais
présence militaire étrangère, américaine ou française, d'une manière ponctuelle, visant la formation des militaires nationaux. Voilà, le temps passe très vite. On va se retrouver dans quelques instants sur Africa numéro 1 avec Emmanuel Dupuis qui va pouvoir enfin intervenir. Je vous le promets. Parce que voilà. mon collègue On a encore plein de choses à dire et vous pouvez aussi nous appeler toujours au 01 55 07 58 00. On se retrouve pour le grand débat dans quelques instants sur Africa numéro 1. Africa. Le grand débat avec Dominique Guillot sur Africa numéro 1. Vous êtes toujours à l'écoute du Grand Débat, il est 18h47 à Paris. Nous sommes aujourd'hui avec André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la bande saharo-sahélienne. Merci. Voilà. Et toujours avec nos deux polémistes du jour, Maître Dominique Nkunku, à qui je n'ai pas encore donné la parole, mais Maître, c'est un hasard, c'était pas pour vous punir de votre retard. Je vous jure. Et puis Emmanuel Dupuis qui a levé le doigt depuis tout à l'heure. Donc nous allons donner la parole à Emmanuel, qui est consultant sur les questions stratégiques et de défense, et qui a une question à poser à monsieur. Moi, je serai très bref pour ne pas obérer sur le temps de parole de mon collègue. Pour effectivement rappeler que les Américains ont investi 500 millions de dollars, enfin ils investissent chaque année 500 millions de dollars dans ce projet, mais qu'il y a une évolution. C'est que ce projet n'englobe pas seulement le Sahel, mais englobe toute la partie qui va du Sahel jusqu'au golfe de Guinée. Et il est assez intéressant de voir que les Américains craignaient que cette contagion puisse atteindre des pays qui leur étaient beaucoup plus familiers, type Nigeria et Corne de l'Afrique. Or, nous y sommes. Les forces spéciales américaines, SOC Africa, Special Operation Command Africa, qui était effectivement une centaine au Mali, à peu près autant au Niger, sont en train de quitter ces pays pour aller un petit peu plus à l'est, dans les pays du Corne de l'Afrique, et un petit peu plus au Nigeria, où on pressent une collusion entre les mouvements, la secte Boko Haram par exemple, et le Shebab. Donc il est assez intéressant de voir qu'il y a cet enjeu qu'évoquait le professeur, mais que d'une certaine façon, les Américains élargissent un petit peu la zone, et ils ne se focalisent pas seulement sur la zone dont nous parlons aujourd'hui. Pour eux, le danger vient des pays au sud de la Méditerranée jusqu'au golfe de Guinée. Alors oui, André Bourgeois, une petite réponse à ça. À propos de l'élargissement, je pense que c'est important de mentionner qu'effectivement il y a un élargissement. Cet élargissement renvoie à des finalités politiques bien précises, et je crois savoir, sauf si on m'apporte démenti, que Africom était présente quand même en Libye au moment de l'intervention de l'OTAN. Donc il faut réexpliquer ce qu'est Africom. Alors Africom, c'est le commandement américain sur l'ensemble du continent africain. Les États-Unis d'Amérique ont cherché à implanter Africom, aucun pays n'a accepté la présence de bases militaires pérennes c'est une force militaire. Une force militaire, absolument une force militaire, sauf le Libéria, et en définitive, on n'a pas accepté, la puissance américaine n'a pas accepté de s'implanter à Africom, et sauf erreur de ma part, elle était présente quand même pendant les événements libyens, en rapport bien sûr avec le Pentagone et puis l'OTAN. Donc je veux corroborer un peu ce que veut dire monsieur Dupuis, en soulignant quand même que, sauf erreur de ma part toujours, je pense qu'il y a plus de 1500 militaires américains sur la Corne de l'Afrique. Donc il y a quand même une présence américaine extrêmement importante, je dis présence physique, qui corrobore aussi des objectifs et des finalités politiques qui sont loin d'être neutres. Africa. Le grand débat avec Dominique Guillot sur Africa numéro 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour le grand débat. Tout à l'heure, à partir de 19h30, nous parlerons des PME en Afrique. Et est-il possible aujourd'hui de faire prospérer des PME et avec quel financement? Nous en parlerons avec Jean-Michel Severino et Roland Portela. Mais tout de suite, nous sommes dans le nord du Mali, avec André Bourgeot, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la bande saharo-sahélienne. Vous voyez que j'ai bien appris ma leçon. Non, je dis émérite parce que effectivement vous avez pris votre retraite, mais vous êtes toujours directeur de recherche. En activité. Voilà, en activité. Voilà, c'est possible aujourd'hui, on peut cumuler emploi et retraite en France. Et nous parlons donc de cette zone dont vous êtes un spécialiste, cette zone du nord du Mali où se combinent des revendications politiques, le trafic de drogue comme on l'a vu, et puis la présence d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. La question qu'on se posait tout à l'heure tous les trois, avec donc Maître Dominique Nkunku, à qui il faut absolument maintenant que je donne la parole, parce que je vous ai boudé, et encore une fois, entre le coup de fil tout à l'heure de Monsieur Fassassi, à qui d'ailleurs je veux adresser mes excuses, quand on l'a coupé un petit peu brutalement, et puis les interventions des uns et des autres, je ne vous ai pas encore donné la parole, donc c'est vous qui allez commencer là maintenant.
Mais voilà, nous sommes avec Dominique Kounkou, Emmanuel Dupuis, consultant sur les questions stratégiques et de défense, qui sont nos deux polémistes chroniqueurs du jour. Et Maître Kounkou, que vous inspire cette présentation d'André Bourgeois de la situation dans le pays au Nord Mali et des conséquences de cette crise libyenne? D'abord, ce qu'il faut, et peut-être ce qui est oublié souvent, c'est que tout d'un coup, le problème de la sécurité dans le Sahel devient pratiquement une notion d'étude partout, en tout instant, elle émerge. Mais peut-être que ce que l'on ne sait pas, ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est une région qui prend de l'importance à cause de la richesse. Toute la richesse minière qui existe dans la région. C'est ce que nous a dit André Bourgeois tout à l'heure. Il y a un enjeu. Oui, bien entendu. Mais c'est-à-dire que pour comprendre cette insécurité, je dis pas qu'elle est soudaine, mais disons qui est relevée soudainement, parce que je crois que c'est ça la nuance. C'est que il y a d'abord tout un enjeu énorme, tout un enjeu vraiment minier énorme. Toute cette zone du Sahara, et je crois qu'il va devenir peut-être la zone, s'il faut parler d'une troisième guerre, ça peut se concentrer autour de cela. Et puis l'autre élément aussi qu'il faut arriver à voir, c'est cette émergence soudaine aussi, qui pour moi est provoquée par cette intervention de l'OTAN. Ce n'est pas du tout une prise de position contre ou pour. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond, il faudrait sans doute que nous apprenions en géopolitique, en géostratégie, qu'il y a aussi des conséquences collatérales quand il y a une intervention de grande envergure comme celle qui s'est passée en Libye. Il est évident qu'on peut dire mais les gens qui sont là-bas ont des nationalités, les États souverains devaient recueillir la population. Ça se passe pas comme ça. C'est pas facile. Les gens qui sont installés en Libye depuis plus de 20 ans et qui ont eu même parfois des responsabilités au sein même des appareils, y compris des appareils militaires. Et quand il y a eu une guerre aussi grave, puissante comme celle-là, évidemment, tout d'un coup, il y a un désordre qui s'installe. Maintenant, par rapport à la sécurité, j'ai envie de parler plutôt de la contre-sécurité. Ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait savoir aussi que c'est une zone où il y a eu un entrelac, je dirais, tribalique qui est assez important. Parce que au fond, ce qui fait la puissance africaine, d'une certaine manière, l'Afrique a une manière de gérer la sécurité, c'est par le mécanisme aussi de la tribalité. Un mécanisme certainement qui échappe beaucoup aux stratégies politico-militaires en fait occidentales, et qui fait que de plus en plus on voit les placements des zones qui sont assez stratégiques. Bon, il y a des militaires au Mali, il y a des militaires ici, il y a des militaires. C'est vrai qu'il y a ce couloir semble-t-il. On en a parlé dans une de nos émissions ici, où les narcotrafiquants profitent. Mais vous avez vous-même parlé de ce droit de passage. Pourquoi c'est ce droit de passage? C'est que les tribus se connaissent. Les tribus savent communiquer entre elles. Et non peut-être pas la puissance militaire qui est courante, qui existe actuellement, qui fait la puissance du monde. Mais il y a aussi ces réalités-là dont il faut tenir compte. Maintenant, quant à qu'est-ce qu'il faudrait en penser, j'ai envie de dire que peut-être qu'il faudrait que tout ce qui se passe en Afrique, parce que particulièrement dans cette zone Mali, Niger, ainsi de suite, il faudrait que l'Afrique, est-ce qu'elle en a les moyens, je n'en sais rien, mais que l'Afrique enfin commence à se penser en termes de sécurité. Parce que il y a toujours une sorte d'impensé que c'est l'Occident qui assure la sécurité. C'est l'Occident qui est inquiet parce que tout d'un coup il y a l'AQMI, il y a ceci. On ne voit jamais cette souveraineté opérer. On ne voit jamais un État malien s'entendre avec le Niger. Je ne sais pas. Il y a une sorte d'atavisme là, moi, qui me gêne beaucoup. On a le sentiment que l'ère coloniale n'est jamais passée. Il y a toujours cette répétition des rôles et ainsi de suite. Parce que quand on parle de la sécurité, quand j'entends le professeur, c'est beaucoup plus le regard occidental que j'entends. Je n'entends pas le regard africain. Est-ce que cette insécurité est ressentie par l'Occident? Dans ces cas, la question se pose autrement. Est-ce que l'Occident se sent tout d'un coup en insécurité? Est-ce que le fait que tout d'un coup, tout à l'heure, mon confrère Emmanuel Dupuis parlait de la présence américaine qui est de plus en plus évidente, qui descend jusqu'au golfe de Guinée. Et on a entendu, quand on parle du golfe de Guinée, c'est aussi une zone pétrolière immense qui est là. Donc, vous voyez, on retrouve un peu cette sorte peut-être d'angoisse française. Oui, on retrouve quand même, Maître Kounkou, cette inquiétude de voir cette angoisse parmi les ressortissants maliens qui s'expriment à travers des forums, sur les radios, dans les télévisions, et qui considèrent qu'ils ont au nord de leur pays
une zone de non-droit qui est susceptible d'être une poudrière. C'est le mot employé par André Bourgeaud. Donc même du côté des populations, il y a cette vive inquiétude, plus la perspective d'une partition si une forme d'autonomie était un jour envisagée. Certainement. Mais donc c'est pas simplement une inquiétude occidentale, je pense qu'il y a vraiment une inquiétude dans la région globale. On va peut-être donner la parole à notre invité pour qu'il commente ce que vous dites. Oui, non, bien sûr, c'est lui qui a l'honneur. Mais je voulais quand même qu'on revienne un peu sur cette impensée. C'est quand même important de voir cela. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il faut qu'un discours soit tenu sur l'Afrique. Je ne dis pas par là que ça n'efface pas, parler d'impensé n'enlève pas la réalité. La réalité de la situation, cette poudrière, si elle est revendiquée, si elle est étalée, si elle est constatée, il est normal qu'on en parle. Mais qui en parle? La radio africaine. Certainement. André Bourgeaud. Oui, moi je suis pas convaincu que la notion de sécurité et d'insécurité soit une caractéristique de l'Occident. Je pense que c'est une notion objective et que les populations locales sont confrontés à des problèmes de sécurité. Et là, je fais référence aussi aux pratiques de délinquance qui tendent à se généraliser. Donc, effectivement, il y a une peur, il y a une inquiétude qui est liée à des conditions de sécurité indépendamment de la subjectivité de tout un chacun. C'est une donnée objective qui est là. Et effectivement, il y a problème. Je voudrais rebondir un peu sur ce que disait Monsieur Dupuis tout à l'heure à propos de la sécurité et des conventions internationales qui se sont mises en place et qui, effectivement, ont d'énormes difficultés à être appliquées, compte tenu du fait qu'il y a des compétitions entre les États. En conséquence de quoi, je me demande s'il ne faudrait pas revenir à des conventions ou réactiver des accords bilatéraux. Par exemple, il y a déjà un cas concret entre la Mauritanie et le Mali, et réactiver ces accords bilatéraux, par exemple, entre le Mali et le Niger, ça existe, mais c'est pas appliqué, entre le Niger et l'Algérie. À propos de l'Algérie, je crois qu'il est important de mentionner que l'Algérie est reconnue comme un pays qui veut assurer le leadership sous-régional. Tous les États concernés, Mauritanie, Mali ou Niger, reconnaissent à l'Algérie ce rôle de leadership. Le problème est que le rôle de leadership assigné à l'Algérie n'est pas appliqué. Ce qui veut dire concrètement, on s'interroge sur le fait que pourquoi l'Algérie n'assure pas concrètement son rôle de leadership dans le cadre de relations bilatérales. Ça interpelle quand même beaucoup, y compris la puissance américaine. La puissance américaine reconnaît la volonté, reconnaît le fait que l'Algérie doit assurer son rôle de leadership dans la lutte contre le terrorisme. Mais elle ne le fait pas. Alors, justement, si elle ne le fait pas, on est en droit de s'interroger sur le fait pourquoi elle ne le fait pas. Alors, certains esprits disent si elle ne le fait pas, il y a deux raisons. C'est que si elle le fait, elle perd peut-être son rôle de leadership, et si elle ne le fait pas, c'est qu'elle maintient un peu l'épée de Damoclès sur la situation qui prévoit actuellement sur l'ensemble de la sous-région, ce qui repose le problème des relations potentielles entre l'Algérie et l'AQMI, puisqu'il y a eu certains propos qui ont été tenus si l'AQMI pourrait être instrumentalisé politiquement par les pays riverains. Exemple aussi par le Mali. On va reparler peut-être dans la dernière partie de notre entretien des arrière-pensées éventuelles ou qu'on prête aux États de la région, parce que finalement chacun en prend pour son grade. On va se retrouver dans quelques instants avec André Bourgeaud pour conclure sur Africa numéro 1 dans le grand débat. À tout de suite. Africa, le grand débat avec Dominique Guillot sur Africa numéro 1. 19h29 à Paris, vous êtes toujours à l'écoute du grand débat sur Africa numéro 1 avec notre invité aujourd'hui André Bourgeaud, directeur de recherche émérite au CNRS. Nous parlons du nord du Mali avec nos deux polémistes chroniqueurs du jour, maître Dominique Kounkou, avocat et pasteur, et Emmanuel Dupli, consultant sur les questions stratégiques et de défense. Je sais pas, questions stratégiques et de défense, moi, j'ai pas de ce jingle, que ça peut inspirer comme jingle. Ah, je sais pas, j'ai pas de jingle. Un chant martial, sans doute. Un coup de canon, non, quand même pas. C'est vous qui le dites. Pour faire le contrepoids de mon collègue, un chant martial ira très bien. Voilà, donc nous allons conclure avec vous, André Bourgeaud, sur cette région, et nous parlions donc des éventuelles arrière-pensées des États de la région. Donc vous avez parlé de l'Algérie qui éventuellement pourrait se satisfaire d'une situation dans laquelle l'AQMI serait le poil à gratter de l'Occident dans la région. Et les autorités maliennes alors, parce qu'elles n'ont pas d'intérêt à laisser se développer une forme d'autonomie et d'insécurité dans le nord de leur pays. Oui, bon, on constate quand même qu'il y a eu un certain laxisme dans la gestion du problème, des problèmes des septentrions maliens, notamment à propos de la drogue, à propos de l'AQMI. Je crois que les critiques qui ont été formulées renvoient à quelque chose de concret.
Ensuite se pose le problème de la manière dont est instrumentalisé politiquement l'AQMI, tant par l'Algérie que par d'autres pays tels que le Mali. Ce qu'il faudrait peut-être rajouter, c'est que si il y a recomposition des zones d'influence, ce qui me semble être le cas, en tout cas le processus est engagé, cette recomposition des zones d'influence peut déboucher sur la remise en cause des frontières existantes. Et ça repose le problème d'éventualité, d'émergence, de rébellions Touareg ou autres qui seraient susceptibles de créer un grand Sahara. Et dans ce contexte-là, c'est quelque chose, je ne dis pas que ça va arriver, mais dans ce contexte-là, l'Algérie est quand même le pays qui est le garant des frontières actuelles, et je crois que ça c'est quand même quelque chose d'absolument important. On aurait pu imaginer que le MNA, donc ce mouvement de libération de l'Azawad, disons qui a une forme de revendication d'autonomie, par le durcissement de sa position, ait provoqué une réaction de l'armée malienne. Or, ça n'a pas été le cas. On peut effectivement parce qu'ils ont été assez loin quand même dans leur communiqué, en accusant finalement les autorités maliennes d'être complices entre guillemets du trafic de drogue, par exemple. Oui, absolument, absolument. Bon, ça relève de la déclaration d'intention, ça relève du discours politique qui renvoie aussi à certaines formes de provocation, qui renvoie aussi à une coalition, puisque le MNA fait partie de la coalition. Et on peut penser effectivement que la mise en œuvre de manifestations, qui est quand même un élément nouveau dans cette région d'Afrique, manifestations n'existaient pas. C'est important quand même à souligner, ça veut dire qu'il n'y a pas émergence rapide de rébellion, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle relation qui s'instaure avec la population à travers les pratiques de marche et de manifestations. Et d'ailleurs, il y a deux jours, on a fait appel aux écoliers, absolument, aux femmes, etc. Ouais. Donc il y a un nouveau rapport aux politiques qui est quand même important et qui est plutôt encourageant quand même, non ? Qui est encourageant, qui est probablement du mimétisme par rapport au printemps arabe, etc. Donc la situation elle est complètement nouvelle. On peut penser que dans ce contexte-là, si l'armée malienne avait utiliser des pratiques répressives sur les manifestations, ça aurait confirmé, ça aurait corroboré effectivement les propos tenus par le MNA. Donc il y avait une forme de provocation du MNA qui cherchait... Je ne sais pas si c'était l'intention. À tout état de cause, j'essaie de faire une analyse politique la plus objective possible. Et je pense que si effectivement l'armée malienne, parce que quand même l'armée malienne a envoyé beaucoup de militaires, beaucoup d'armements, de véhicules, etc. Elle a montré les muscles, mais elle n'est pas intervenue. Si elle était intervenue, s'il y avait eu blessés, morts d'hommes, etc., ça aurait effectivement corroboré, confirmé les propos tenus par le MNA. Et là, ça pouvait déboucher sur quelque chose d'extrêmement grave. En tout état de cause, la situation actuelle n'est pas celle-ci. D'accord, Emmanuel Dupuis. Alors, moi, j'avais un commentaire par rapport à ce qu'a dit André Bergeaud. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui sur l'absence manifeste, ou en tout cas visible de l'Algérie. Mais moi, je pense que l'Algérie n'a pas forcément les moyens d'assumer. Je rappelle que l'armée algérienne, c'est 130 000 hommes et 130 000 policiers, et qui sont beaucoup plus intéressés, ou en tout cas implantés dans le Nord, pour des raisons d'ordre politique, car depuis le phénomène des révolutions arabes, il y a une grande crainte, évidemment, et il y a une capacité, une volonté en tout cas de mieux contrôler la population. Donc, je ne suis pas certain que dans le contexte actuel, ils aient la capacité à se déployer dans cette région, ni l'envie. Bon, après moi j'ai juste une question, si vous me permettez, juste pour terminer. Il y a quelque temps, l'amiral Di Paola est le chef d'état-major de l'Union européenne, a évoqué Paolo Di Paola a évoqué au cours d'une conférence de presse assez médiatisée la crainte de l'OTAN que la prolifération non seulement des armes de petit calibre, qui est quelque chose que l'on connaît, il y a à peu près 2,5 millions d'armes de petit calibre dans la zone dont nous parlons tout à l'heure, quelque chose qui a précédé l'intervention otanienne. Ce qui serait nouveau, ce serait la disparition d'un certain nombre d'armes beaucoup plus dangereuses, missiles solaires, pas de tir Milan, donc des armes que la France a vendues au régime Kadhafi dans les années 80. Alors j'aimerais bien vous interroger là-dessus. Est-ce que c'est une réalité ? L'amiral Di Paola parle de 10 000 armes, et tout de suite le CNT dit que vraisemblablement ils auraient perdu la trace de 5 000, admettant implicitement qu'ils en ont récupéré 5 000 à leur profit. Alors est-ce que c'est quelque chose qui fait craindre une militarisation dans la région, et de facto, par réaction, une militarisation des régimes qui auront sans doute là une occasion de dire il faut se réarmer en prévoyance de cette éventuelle menace? Oui, en précisant un instant que les lance-missiles solaires peuvent tout à fait servir à abattre des avions. Hein. André Bourgeot. Tout à fait. La première remarque à propos de l'Algérie, quand même, Tamaracet est région militaire, c'est aussi le siège du CEMOC.
Donc je pense qu'il y a une présence militaire, enfin en tout cas d'hommes en uniforme, très importante dans l'extrême sud algérien, donc sur la wilaya de Tamarasset, et que c'est un élément nouveau qu'il faut prendre en compte. Le deuxième aspect, je n'ai pas les moyens de dire s'il y en a 10 000, 20 000, etc. Oh, pas du tout les moyens. Ce que je peux dire, et je reprends ce qui a été publié, c'est que l'AQMI serait détentrice de missiles sol-air. Être détenteur de quelque chose, ça ne veut pas dire avoir la possibilité, la compétence de les utiliser. Mais une compétence, ça s'acquiert. Ça s'acquiert et ça peut s'acquérir très facilement. Oui, il y a peut-être des spécialistes qui sont spécialistes à les aider moyennant finance. Oui. Absolument. Si tel en était le cas, ça créerait une psychose redoutable parce que ces missiles sol-air seraient susceptibles de déglinguer un avion de ligne civile. Donc imaginez dans une zone sur le plan aérien. Absolument, absolument. Donc un journal du soir a publié le stock d'armes qu'il y a actuellement à ciel ouvert en Libye. C'est quelque chose qui fait froid dans le dos. Par ailleurs, on sait aussi que les 78 véhicules qui sont venus de Libye il y a maintenant 8-10 jours sur le sol malien, donc avec des Maliens dans les véhicules, sont venus avec des armes lourdes. C'est ce que l'on dit. Moi, j'ai pas les moyens de vérifier. Mais si tel en était le cas, effectivement, ce serait dangereux. Mais, je rajoute un mais. Utiliser les armes, ça implique aussi avoir un contexte politique qui permettrait l'utilisation des armes. Ce qui n'est peut-être plus le cas actuellement avec l'assassinat de Muammar Kadhafi. C'est-à-dire, qui va financer une éventuelle rébellion? Quelle serait la puissance susceptible de financer un mouvement armé, quelle qu'en soit sa base ethnique? Voilà, Maître Kunku était pessimiste tout à l'heure et nous disait c'est peut-être le 3e conflit mondial. Oui, mais son pessimisme doit se renforcer. Non, c'est tellement. Non, j'ai beaucoup apprécié ce que le professeur nous a donné comme information. Mais si l'on peut dire qu'il y a certainement une objectivité dans le constat de l'insécurité ou même de la sécurité, cela je suis tout à fait d'accord. Mais il y a tout de même une nuance et je dirais même une stratégie de traitement de l'insécurité qui n'est pas toujours la même. Parce que ce traitement n'est pas toujours le même. Ce que je veux dire quand je parlais du regard occidental, et je suis désolé que le monde soit lu toujours à travers le prisme occidental. Il y a là quelque chose qui est important. J'aurais voulu qu'il y ait à vos côtés un chercheur, même du CNRS, je pense qu'il en existe, qui puisse avoir au moins une psychologie africaine de l'affrontement. Et ce qui permettrait de porter un jugement, y compris sur le comportement d'un État malien. Pourquoi se fait-il que l'État malien n'intervient pas? Est-il vrai qu'il n'intervient pas? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, autres que les moyens militaires, autres que les moyens qui sont, disons, normalisés d'une certaine manière, par lesquels des États interviennent pour résoudre des problèmes? Bon, quand on parle du mimétisme par rapport à cette marche, il faudrait savoir aussi qu'avant le printemps qu'on appelle arabe maintenant, je crois que le phénomène de ces marches se faisait déjà au Maroc. Vous vous rappelez, la fameuse marche verte. On n'a pas attendu le printemps. Et en Kabylie, le printemps kabyle est une réalité également. Bien entendu. Donc je crois qu'il y a aussi, il y a raison à garder quand on fait l'appréciation des phénomènes, disons, internationaux, y compris ceux de l'insécurité. Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour arriver à relativiser certains propos. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux, et moi je souhaiterais vraiment que on arrive à développer cette notion du pouvoir africain qui sache prendre en compte le fait de sa souveraineté, l'insécurité qui règne à l'intérieur, et que les lectures ne soient pas toujours une sorte d'anthropologie ethnographique en fait au niveau de la lecture politique. Voilà. Enfin, il faut d'abord, André Bourgeot, nous l'avons invité sur Africa numéro 1, il a répondu à cette invitation. Il se trouve que il est un spécialiste de cette région et donc nous avons pensé que c'était intéressant qu'il nous apporte son éclairage, qui est aussi empreint de la connaissance d'années, je crois, de recherche sur les Touaregs notamment. Voilà, mais effectivement, je suis d'accord avec vous, Maître Kunku. Bienvenue à tous les spécialistes africains de cette question qui, évidemment, comme vous le savez, ont un micro ouvert sur Africa numéro 1. J'espère que vous n'en doutez pas. Ah non, pas du tout, à aucun moment. Je ne pense pas que le politique soit réductible à l'ethnocentrisme. Le politique, il concerne tout le monde, y compris les populations locales, dans leur pratique, dans leur représentation, et il appartient effectivement à un anthropologue d'essayer de comprendre quelles sont les dynamiques politiques de ces sociétés-là.
et que la recherche de la vérité allait chez l'Africain comme chez l'Occidental. Et je considère que moi, en tant qu'anthropologue, j'essaie de cerner le plus proche possible la vérité et les circonstances politiques qui ont présidé aux situations qui prévalent actuellement. Non, mais je ne veux pas, et pardon, ce n'est pas une polémique, mais puis c'est aussi ça le débatteur. Bien sûr. C'est-à-dire que l'idée que je voulais développer, ce n'est point du tout qu'il soit interdit. De toutes les façons, ça fait plus de siècles que le discours africain, plutôt occidental, se pose et se positionne par rapport à l'Afrique. Mais ce que j'aurais voulu, ce que je souhaite, c'est simplement qu'il y ait une sorte de, que nous soyons éclairés, nous en tant qu'auditeurs, en tant que polémistes sans doute, par l'existence un peu que du contradictoire. Voilà. C'est un contradictoire, mais de même niveau que vous-même. Hein, c'est-à-dire que je reconnais votre niveau et ce que je veux par là, c'est que j'aurais voulu, ça fait des temps qu'on a entendu tout cela, qu'il y ait une lecture qui soit une lecture croisée. Qu'on ait au moins une lecture croisée qui permette d'avoir une ossature politique, en fait, et une sorte de prospective à mettre en place. Voilà, pardon pour avoir prononcé. Mais soyez sûr, Maître Kunku, que nous allons nous attacher effectivement à identifier, car il en existe, et sûrement vous avez des collègues qui travaillent sur cette question, et qui sont d'origine africaine, et qui connaissent bien. Je ne vais pas m'engager auprès des anthropologues africains, mais je pense quand même que beaucoup d'anthropologues africains partagent l'analyse politique que j'ai faite, indépendamment des assises continentales et des assises nationales. Soyez-en honorés. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, André Bourgeot, donc directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de cette région dont nous avons longuement parlé ce soir, mais je pense que c'était intéressant de s'attarder sur cette situation très spécifique et qui est quand même relativement inquiétante. Vous pensez qu'un conflit pourrait naître dans les années à venir ? C'est difficile de répondre à cette question. Je crois que la situation actuelle pourrait se caractériser par des formes d'attentisme, mais ça peut évoluer très très rapidement. Je crois que les rapports de force sont en train de se chercher, les rapports d'alliance, etc. Difficile à prédire ce qui va se passer. Merci à vous et puis à très bientôt sur Africa numéro 1 avec vos collègues africains. N'en doutez pas. Si possible. Merci. Merci beaucoup. Africa, le grand débat avec Dominique Guillot sur Africa numéro 1.